passer à Aymar de Germay, je vous en prie, cet instrument. Donc, comme je disais, vous êtes l'ancien maire de Marmagne. Vous allez nous parler de Smartmagne, revenir évidemment sur ce projet qui malheureusement n'a pas abouti, mais enfin on peut se dire qu'on peut toujours garder espoir pour l'avenir. Vous avez quitté depuis votre poste, alors revenez sur cette histoire, mais pour en tirer, je pense, des enseignements aussi positifs et aussi pour montrer qu'en tout cas, il y a de l'envie. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir à nouveau au deuxième tour, parce que j'étais effectivement là l'année dernière pour vous présenter le projet. Alors oui, comme disait Nathalie, je vais vous représenter ce projet, le rappeler dans ses grandes lignes et puis essayer de passer un peu plus de temps sur les raisons pour lesquelles il n'a pas abouti. Alors d'abord, la genèse de ce projet, c'est que comme mon collègue, j'avais une appétence particulière sur ces questions énergétiques et je considérais que même si on n'appelait pas la transition énergétique à l'époque cette démarche-là, c'était sur le territoire, sur les territoires que se ferait la transition énergétique. L'État pouvait orienter les choses, pouvait accompagner, soutenir, mais en tout cas, c'est à nous, les élus, en quelque sorte, d'être entrepreneurs de nos territoires et sur cette question majeure qui est la gestion de l'énergie et puis au-delà de même les questions d'environnement et de biodiversité. Donc en fait, depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à poser quelques briques. D'abord, la création d'un écopôle de 43 hectares, là, qui est réalisé, et qui a une originalité, puisqu'il intègre à la fois un parc éolien, il intègre un parc photovoltaïque, il intègre une plateforme qui prépare les combustibles bois pour des chaufferies urbaines bois, et il intègre également une unité de méthanisation depuis cette année, qui vient d'entrer en service. Donc cet écopôle fait que sur cette commune qui comporte 2000 habitants, 900 foyers, on produit en électricité, si je prends juste la partie éolienne et photovoltaïque, on produit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 16 000 foyers. Voilà. Donc on est une commune plus qu'à énergie positive, mais évidemment cette énergie, via les réseaux, elle repart au bénéfice de tous. Donc il y a eu ce parc, cet écopôle qui a été finalement la première brique, et dans le même temps, parce que vous connaissez l'adage, l'énergie la plus propre est quand même celle qu'on ne consomme pas, eh bien, on a mis en œuvre un plan pluriannuel d'efficacité énergétique sur le bâti. On a d'ailleurs été soutenu par l'État dans le cadre des TEPCV. Et puis un gros travail sur l'éclairage public, dont je rappelle que l'éclairage public représente tout de même environ, en moyenne, 40% de la facture d'électricité des collectivités. Donc c'est un enjeu important qui consiste à revoir, à remettre aux normes, à rationaliser l'éclairage public. Et puis, c'est aussi la mobilité électrique pour permettre aux habitants de la commune de passer aux véhicules électriques. J'étais en même temps, depuis 11 ans, président du syndicat départemental d'énergie. Et là, il y a eu d'autres terrains de jeu, et notamment d'être parmi les premiers à déployer justement un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques, des plans de rationalisation des réseaux d'éclairage public, etc., des expérimentations dans les premiers en ruralité sur l'utilisation de détecteurs de présence pour déclencher l'éclairage public, etc. Donc voilà le contexte. Il y avait vraiment une appétence, une volonté de faire progresser ces sujets. Et puis, comme disait mon collègue, d'essuyer un peu les plats, c'est-à-dire je dirais l'idée d'être pionnier, c'est intéressant. On défriche un terrain, c'est pas facile, et vous verrez que Smartmagne justement s'est heurté un peu à un mur ou plusieurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez passionnant, voilà, de pousser loin ces sujets et comme ça d'aider à faire avancer la cause, puis aussi d'aider les autres à ne pas commettre d'erreurs et avancer plus vite. Donc ce projet Smartmagne, il est né d'un partenariat entre la commune, bien sûr, le syndicat départemental d'énergie, Omexom, qui est une filiale de Vinci Énergie, et puis le soutien d'Enedis. Et ce projet a été mûri à partir du printemps, en fait, finalement 2017, à partir du moment où ces questions d'autoconsommation ont été mises sur la table. Le projet, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était le déploiement de 817 panneaux solaires sur des bâtiments publics. Alors nous, on avait évité, contrairement à mon collègue, l'église ou l'hôtel de ville, on avait considéré que les éléments patrimoniaux, on ne les équipait pas, et c'est plutôt les autres bâtiments, gymnases, écoles, cantines, bibliothèques, etc., qui étaient équipés. Production annuelle de 226 500 kWh, ce qui nous permettait de produire sur notre sol et de couvrir 70% de nos besoins, je dis bien publics, les besoins de la collectivité
en consommation d'énergie. Donc 7 bâtiments communaux, 61 foyers potentiellement éligibles pour la question d'autoconsommation collective. Et l'idée, bien sûr, dans la suite de tout ce qui s'était fait sur notre territoire, c'est d'avoir une démarche d'information, de concertation, parce que pour que ces projets énergétiques émergent et se concrétisent, il faut que ce soit des projets partagés. Et il faut absolument associer dès la genèse la population pour qu'ils s'approprient et partagent tout simplement ce projet. L'infrastructure prévue, bon, vous voyez, les toitures en bleu sont les bâtiments publics équipés. L'idée, c'était aussi de mettre en place une solution de stockage d'une puissance d'une capacité de 120 kWh. Pourquoi ? Pour mieux, justement, utiliser et gérer nos flux d'énergie, pour faire évidemment de l'autoconsommation en différé, et puis pour injecter sur le réseau au moment où c'est le plus opportun, dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et puis, évidemment, au cœur de Smart Mine, c'était la mise en place d'un logiciel, d'un smart, qui permettent d'optimiser les flux d'énergie en anticipation, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, les prévisions météo, mais aussi les enregistrements que nous avions fait pendant plus d'une année des consommations de chacun de nos bâtiments, et puis aussi en réactif par rapport aux besoins, tout simplement, de nos bâtiments publics. Le calendrier, ça a démarré au printemps 2017, bien sûr. Très vite, on a, avec Omexom, Enedis, réfléchi, avancé et présenté un dossier dans le cadre d'un appel à projet national qui s'appelle DIVD, Démonstrateur industriel pour la ville durable, dont on a été le lauréat en juin 2017. Et puis ensuite a commencé une phase de recueil des financements, j'y reviendrai, c'est un point important. Et puis, en février... on va parler de financement avec votre voisin. Donc. En février dernier, l'approbation en conseil municipal du marché de leur CR de conception-réalisation. Et puis, quelques mois plus tard, vote de résiliation du marché par le conseil municipal, et je vais y venir. Un projet qui était important financièrement, puisque on a voulu pousser un peu la démonstration peut-être loin. Je pense que mon collègue n'est pas sur ces montants-là, mais on a intégré des montants importants pour aller pousser encore une fois les logiques, à la fois en autoconsommation individuelle et collective, beaucoup plus loin qu'on pourrait peut-être le faire. Alors, et malheureusement, le projet a avorté. Pourquoi ? D'abord, il y a une explication politique. Des projets énergétiques sont des projets complexes à monter, et il faut qu'il y ait un portage politique très fort. Si ça aboutit à Malonnet, je pense que mon collègue a beaucoup œuvré pour faire en sorte d'expliquer, de pousser les choses, de sauter les obstacles nombreux qui se posent. Donc il y a un portage politique nécessaire. Il s'est avéré que, en tant qu'élu, je m'étais fixé une date de péremption. J'avais dit à mes électeurs, je ferai 3 mandats successifs et j'arrêterai. Ayant commencé en 2001, ma date de péremption, c'était 2020. Et donc, j'avais annoncé en début d'année que j'arrêterais, je ne me représenterais pas. Et puis, une opportunité professionnelle s'est présentée 3 mois plus tard, chez Tilia, d'accompagner justement les collectivités sur tous ces enjeux de transition énergétique. Vous ne regrettez pas maintenant ? Je ne le regrette pas du tout. Proposition passionnante, correspondant exactement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire en sorte que ces projets énergétiques de territoire émergent, et notamment les plus innovants. Donc j'ai passé la main en expliquant bien évidemment que je restais membre du conseil municipal pour porter jusqu'au bout ce projet. Et puis la politique est une chose qui est difficile à prévoir. Il s'est avéré qu'il y a eu un peu de bazar dans mon conseil municipal, et puis finalement que le maire qui a pris la suite était tout à fait favorable au projet, mais qu'une personne qui était dans le conseil très opposée à ce projet a un peu pris l'ascendant sur lui. Bref, les choses se sont arrêtées comme ça, et le maire n'a pas voulu me confier le portage et n'a pas porté lui-même le projet. Donc très vite, les choses se sont assez mal passées. Ça, c'est pour le portage politique. Et ça, c'est un point central, parce qu'encore une fois, ces projets sont lourds, complexes, et s'il n'y a pas derrière des élus qui se bougent, qui ont un vrai volontarisme, il ne se passera absolument rien. Voilà. Donc ça, c'est un point central. C'est ce qu'on voit dans les exemples ici, c'est pour ça que je posais cette question à Régis Contreau, les élus avec lesquels ils travaillent, leur engagement. C'est central. Deuxième volet d'explication, le financier. Alors ça va paraître incroyable,
Mais le parcours du combattant que j'avais engagé pour réunir les financements, compte tenu d'un projet qui était très élevé pour notre commune, quand même, 1 380 000 €, j'avais récupéré des accords de partenaires, de collectivités pour couvrir 98% du financement de cette opération. Dans ces 98%, il y a un partenariat, il y a du mécénat. Et donc, j'avais réuni, ce qui faisait que la commune n'apportait que 25 000 € à l'opération. La règle en France, c'est que la collectivité doit au minimum apporter 20% d'autofinancement. Donc moi, la façon dont j'avais présenté les choses, c'est que je considérais que le mécénat que j'avais récupéré était pour moi versé à la commune et que du coup, j'apportais 325 000 € à l'opération et donc j'étais au-dessus des 20%. Mais évidemment, même s'il y avait un accord, je dirais, verbal de l'État et du préfet sur le sujet, l'État ne pouvait pas l'écrire. Ça, c'est le premier point. Ce qui me fait dire quand même que sur ces sujets-là, et c'est une proposition que je fais, je pense que cette règle sacro-sainte des 80% 20, qui s'explique, c'est-à-dire qu'il faut que la collectivité qui porte un projet ait une implication financière pour ne pas faire n'importe quoi. Ça, je le comprends tout à fait. Mais peut-être que là, nos amis parlementaires pourraient faire évoluer les choses pour que quand on est sur des projets expérimentaux, innovants, quand un élu a réussi à récupérer 98% de financement et qu'on lui dit finalement, non, monsieur le maire, vous avez trop de financement, il faut arrêter le projet, ça paraît quand même assez délirant. C'est un petit peu étonnant. Mais voilà, ouais. c'est quand même un point d'explication du fait que ce projet est capoté. C'est-à-dire que mon successeur a eu peur, même si moi j'avais l'assurance qu'il n'y aurait pas de, pour parler le jargon, de contrôle de légalité sur le sujet. Mon successeur n'a pas voulu prendre ce risque. Deuxièmement, et ça mon collègue en a parlé, finalement en autoconsommation collective, il y a un problème de business plan. Il y a la contrainte du périmètre, alors on se satisfait tous du fait qu'un jour peut-être il va être élargi, mais pour l'instant on attend toujours la décision ministérielle qui va fixer les limites du nouveau périmètre. Gérer l'autoconsommation collective, c'est gérer des coûts, il y a des coûts de gestion supplémentaires qu'il faut prendre en compte. Il y a la question qui a déjà été évoquée du TURP. Il y a, et ça c'est plus une discussion avec Enedis, la difficulté qu'on peut avoir à valoriser financièrement la flexibilité que ce type d'opération, alors c'est du jargon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais peut apporter à la gestion des réseaux publics de distribution. Voilà, il y a d'un point de vue financier un certain nombre de questions qui se posent et qui fait dire que l'autoconsommation collective, surtout quand on a des foyers et pas d'industriels ou de gros commerces ou de surfaces commerciales importantes autour, qui peuvent permettre finalement d'avoir des demandes bien cohérentes avec l'offre d'énergie, ça rend difficile le bouclage du business plan. Alors, vous savez quoi ? Alors, vous pouvez le dire, mais ce que je vais vous proposer aussi, c'est que vous pourrez réagir tout à l'heure, parce qu'on va revenir sur le cadre fiscal et réglementaire avec Justine Batouvray, mais je vais dire juste un petit mot, mais je voudrais vous faire réagir après. C'est vrai que vous balayez tous les sujets les uns et les autres, parce que c'est normal, vous avez envie de mettre en avant ce qui a pu faire aussi capoter le projet. Vous voulez dire un mot ? Non, vous voulez réagir ? Non, je finis juste. Oui, finissez juste comme ça. Voilà, comme ça, on y reviendra. Ça sera plus doctement expliqué que je ne pourrais le faire. Non, oui. Fiscalement, un cadre complexe, parce qu'il y a la question notamment, je n'irai pas trop loin, mais il y a la question de l'application de l'IFER, de la contribution foncière des entreprises, mais qui s'applique à nous dans ce cadre-là, aux collectivités. Il y a la question de la TVA, parce que la vente d'électricité est soumise à TVA, mais j'ai jamais eu de réponse des services de l'État sur le fait que la facture émise par le budget annexe vers la commune, est-ce que celle-ci était soumise à TVA ? Je ne sais pas, on ne sait pas trop. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça posait beaucoup de questions aussi de la hauteur de récupération de la TVA sur le projet lui-même, qui était un point non négligeable compte tenu de son montant. Et puis enfin, le cadre réglementaire qui fait qu'une collectivité, pour ce type d'opération, ça a été souligné par mon collègue, nécessite de créer une régie à la seule autonomie financière. La régie, c'est complexe, ça rajoute encore une complexité, il faut un conseil d'exploitation, il faut réunir donc des instances, etc. C'est la mise en place d'un budget annexe qui, maintenant, on n'a plus le droit de faire de subventions d'équilibre, donc il faut équilibrer ce budget annexe. Et puis enfin, une question, moi, je trouve étonnante, quand une collectivité porte un projet d'autoconsommation collective, c'est qu'on impose à la collectivité de créer une personne morale organisatrice. Voilà, je pense que là aussi, il y a un sujet de complexité qui pourrait être levé. Oui, donc non, mais c'est très bien, je vous ferai évidemment réagir après. Peut-être, monsieur le maire, Guillaume Lecoutet, vous voulez réagir à la partie plus financement
dont parler par rapport, vous, à ce que vous avez mis en place? En fait, pour rebondir sur vos différentes remarques, faudra pas le répéter. Moi, en fait, je respecte pas la loi. Comme ça permet d'avancer plus vite. J'ai pas mis en place le budget annexe. J'ai demandé au trésorier de m'expliquer comment je pouvais sortir de l'actif de la ville les toitures sur lesquelles je mettais le solaire. Donc à un moment donné, pas de réponse en face, je me suis affranchi. J'ai écrit à la ministre pour lui dire que tant qu'ils n'auraient pas donné des consignes au niveau du trésor public, je ne mettrais pas en place le budget annexe. Voilà. Ça, c'est dit. Le mécénat, Personne ne l'entend. Le mécénat, j'ai eu la même problématique. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai fléché sur d'autres projets et voilà, j'ai surfinancé effectivement. Et de la même manière sur les impôts, j'ai notamment couvert l'ensemble des écoles de la ville. Et donc dès l'instant qu'on génère un revenu financier, j'étais censé devoir payer de l'impôt foncier. C'est des contraintes qui auraient pu être bloquantes à la base. J'ai quand même installé les toitures, on les a quand même mises en service. Et derrière, on n'a pas arrêté de grogner auprès du gouvernement pour dire que c'était scandaleux qu'on rentre dans l'impôt. Et donc j'ai à nouveau écrit pour dire que je ne paierai pas d'impôt foncier tant que la réglementation ne serait pas mise au jour, puisque vous aviez sans doute tous suivi ça aussi bien que nous à Vallonné, le fameux plan Faire place au soleil, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, là, qui a été sorti en juin 2018. Mais place au soleil, oui. Place au soleil. Le temps que tout ce qui était annoncé soit mis en œuvre, on voit bien qu'un an après, il n'y a pas grand-chose de rare qui a bougé. Donc voilà, il faut qu'on puisse avancer, et c'est aussi l'intérêt de se lancer dans un projet de transition à l'échelle d'un territoire. C'est aussi la désobéissance.